surtout, ce qui est important, c'est que aussi bien cet investissement en 2008 qu'en 2013, c'était deux des pires moments pour investir. Et c'est quand les marchés sont mauvais qu'il faut acheter. Pour la bourse et pour l'immobilier, c'est la même chose. La valeur que j'essaie de leur transmettre, c'est que l'argent, c'est difficile à gagner. Quand on va bosser pendant 2 semaines pour gratter 700-800 euros net, c'est difficile. Non, sur la version qui part au Sénat, absolument pas compétitif. On part avec un rendement à peine de 3%. Cette loi, en définitive, est rétroactive, c'est-à-dire qu'on change le passé. Et ça, c'est très très difficile à encaisser. On a changé les règles du jeu en cours de partie. Bonjour, aujourd'hui je reçois une autre star des réseaux sociaux, une star de l'immobilier très certainement que vous connaissez déjà. Stéphane Descartier, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Donc on se connaît déjà depuis un paquet d'années, donc tu es un professionnel de l'immobilier, tu as été agent immobilier pendant de nombreuses années, je me souvenais, tu avais une super agence sur de mémoire le boulevard Raspail, Oui, c'est c'est ça, ça. dans le 7e à Paris, spécialisée dans l'investissement locatif. Il y en avait très peu à l'époque. Aujourd'hui, tu es formateur. Tout à Et fait. puis, et c'est pour ça que tu viens sur notre plateau aujourd'hui, l'auteur de ce manuel de survie dans la jungle immobilière, 19,90 €, édition du Rocher. Alors, en préparant l'émission, je te disais, effectivement, on ne voit que toi dans dans les bonnes librairies. Donc, j'espère que ça marche. T'es content Oui, très bien, très bien, très bien. Mon éditeur encore plus, mais effectivement, nous sommes tout à fait contents. Ouais. du lancement? Bon, bah Ça se passe écoute, bien. c'est super. En tout cas, bravo déjà. On va y revenir. Mais alors, ce qui a peut-être commencé, c'est un peu une tradition dans ces interviews, par le côté un petit peu perso. Alors, quand tu fais pas de l'immobilier, quel est ton violon d'Ingres? Tu fais quoi? Alors, je lis beaucoup. Alors, je fais pas qu'écrire, je lis beaucoup aussi. Plein de choses, des bouquins économiques, beaucoup de philo aussi, beaucoup d'histoire. Je lis beaucoup et puis je me promène beaucoup aussi dans la nature parce que je vis à la campagne. J'ai cette chance-là de vivre à la campagne. J'ai plein d'animaux. J'ai des chèvres, des canards, des oies, des poules. Donc, je m'occupe de mes animaux. On mange notre propre production. Donc, voilà, j'ai une vie campagnarde qui est tout à fait sympa et dans laquelle je peux me ressourcer, même si je suis à Paris quasiment tous les jours. J'ai cette chance de pouvoir me ressourcer et pouvoir voilà, mon kiff, notamment l'été, c'est d'être sous mes arbres, dans mon parc et de pouvoir lire les bouquins et de m'enrichir aussi sur le T'es plan motard aussi, hein, je philosophique. pense, hein? Ouais, 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 motard, 100% ouais. moto, parce que effectivement, bon, à Paris, c'est une obligation absolue, et même sous la pluie, comme aujourd'hui, effectivement, c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors, est-ce que tu passes beaucoup de temps à gérer ton budget, à gérer tes finances personnelles? Non, 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 j'avoue que non, pas Parce que beaucoup de temps. tout à l'heure, j'ai failli te reprendre, c'est parce que tu lis pas assez le revenu et tu lis pas assez la Oui, presse patrimoniale. oui, oui, sans doute, sans doute, sans doute. Non, je dois reconnaître que, je fais partie des gens, j'en parle dans mon livre, je fais partie des gens qui ont du mal à mettre de l'argent de côté. Ah, voilà, alors je ne vais pas dire que je suis panier percé, mais rien n'est trop beau, rien n'est trop cher, comme disait Ettore Bugatti, il y a beaucoup de tentations. My Taylor is rich Mmh. aussi, on peut dire. Donc, Donc voilà, il y a beaucoup, il y a d'accord, beaucoup de... donc tu profites de la vie. D'ailleurs, c'est Ouais, toujours été aussi un nous, on prône aussi un juste équilibre entre épargne et consommation. ouais, Les noisettes, c'est bien, mais ouais, il faut savoir les dépenser. ouais, Alors, bien sûr, tu investis dans l'immobilier. Donc, ouais. j'imagine, si je te pose la question, une petite question traditionnelle dans ces interviews, quel a été ton meilleur investissement jusqu'à présent? Alors, c'est pas le meilleur investissement, c'est les meilleures périodes pour Ah, investir, si tu réponds notamment. pas à ma question, Si, je vais répondre précisément. Avec le recul, les meilleurs investissements que j'ai faits, c'est par exemple en 2008, fin 2008, début 2009, un petit appartement que j'ai acheté en première couronne parisienne. Et puis, dernièrement, en 2013, fin 2013, début 2014, la maison dans laquelle je vis actuellement, que j'ai acheté, qui était une très bonne affaire. Mais donc, surtout, ce qui est important, c'est que aussi bien cet investissement en 2008 qu'en 2013, c'était deux des pires moments pour investir, enfin des pires. Hmm. Là où la demande, effectivement, s'est écroulée. Parce que, bon, 2008, 2009, on se rappelle la crise des subprimes, etc. Les banques ont coupé les robinets. Et puis 2013, 2014, quand Madame Duflot est arrivée et a mis un gros tour de vis quand même, notamment sur les bailleurs avec du plafonnement des loyers, enfin des choses qui étaient quand même assez difficiles à encaisser. Donc, ce sont deux périodes où les marchés se sont portés extrêmement mal. Et c'est quand les marchés sont mauvais qu'il faut acheter. C'est les points bas.
que tous les boursicoteurs essayent de déceler. C'est rentrer au point le plus bas pour ensuite voir les progressions de son portefeuille boursier là, pour la bourse. Et pour l'immobilier, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'au bout de 35 ans d'expérience, j'ai appris, j'ai peut-être cet instinct de me dire, bon voilà, on est au ras des pâquerettes, il faut rentrer maintenant, il faut investir en ce moment parce que derrière, ça va repartir et ça ne va pouvoir qu'augmenter, ce qui est le cas en ce moment d'ailleurs. Ce qui est le cas en ce moment. Alors, on va y venir, mais Ouais. tu vois, tu me dis 2013, on est dans 2025, ça fait 12 ans, bientôt 13 ans. Ouais. Les prix n'ont pas énormément progressé en 13 ans. Ça veut dire que si tu as gagné, ça veut dire que tu as acheté dans une très bonne condition. Parce que, Oui. par exemple, sur ta maison, tu estimes aujourd'hui, en 13 ans, la plus-value, si demain tu devais revendre à combien? Au moins 30%. Au moins Ouais, 30%. au moins Tu avais 30%. acheté une situation spéciale, un divorce, une succession Non, c'était une condition normale, mais il n'y avait pas d'acheteurs à ce moment-là. On a eu vraiment une période où on a eu un trou d'acheteurs qui a duré 6-7 mois, presque un an, où il y a eu un trou d'acheteurs. À l'époque, j'étais en activité aussi sur mes agences, on a beaucoup souffert. On a eu un trou d'acheteurs à ce moment-là, et c'était là où il fallait se positionner. Même chose en 2008-2009, après la crise des subprimes. On a eu quand même quelques mois où les banques étaient exsangues et ne prêtaient même pas pour l'immobilier. Voilà, c'était des périodes où il fallait rentrer. Alors ça, c'est ta meilleure affaire. Donc forcément, la question suivante, c'est la pire. La pire, c'était le premier immeuble que j'avais. Alors, c'était un tout petit immeuble de 3 studios, mais on pourrait quand même parler d'immeuble, que j'avais acheté surtout au tout début de ma carrière professionnelle en 90. Et ce n'était pas tellement l'affaire qui était pas bonne, c'était que j'ai dû ensuite déménager. Et notamment, je suis monté à Paris, donc je ne pouvais plus m'en occuper moi-même. Et l'immobilier locatif, ça demande quand même une notion d'investissement personnel. Et quand on n'est pas sur place, quand on ne peut pas gérer soi-même en partie les déconvenus, les locataires qui partent, les petits travaux entre deux locataires, ça part un petit peu en sucette, quoi, souvent. Même Qu'est-ce qui si s'est on... passé? En fait, tu t'es retrouvé quoi? À 500 Ah, km, oui, 700, 1000 km? non, alors à 600 km, 600 c'est-à-dire c'était km, depuis ouais. le Haut-Bugey jusqu'à Paris. Mm. Mais je pouvais pas y aller effectivement en 24 heures. Puis j'étais très pris aussi par mes activités professionnelles. Donc je pouvais pas y aller toutes les 5 minutes. Je pouvais pas repérer ce qui se passait entre deux locataires. Je pouvais pas checker moi-même un petit coup de travaux qu'il y avait à faire ou pas. Donc même si on a un bon gestionnaire, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir dans l'immobilier, même si on a un bon gestionnaire, il y a une dose d'investissement personnel qui est indispensable. Et on ne peut pas gérer à distance, ça n'existe pas. À moins d'avoir vraiment un bien parfaitement neuf où on est à peu près sûr de faire des travaux pendant des années. Mais même, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir s'en occuper soi-même. Donc ce bien, il a dépéri petit à petit, on s'en est mal occupé, mes associés n'étaient pas beaucoup disponibles non plus, donc là, pour le coup, on a revendu à perte. Ouais. On a revendu à perte. Tu as des enfants? Oui, 3. 3. Quelle valeur d'argent, je pense qu'ils sont grands, mais quelle valeur d'argent t'aimerais leur transmettre? Alors, la valeur que j'essaie de leur transmettre, c'est que l'argent, c'est difficile à gagner, et par exemple, je leur ai imposé, entre guillemets, j'ai des amis, j'en parlais tout à l'heure, dans le Haut-Bugey, qui ont des usines, où c'est un petit peu dur pour travailler. Donc mes 3 fils, je leur ai imposé d'aller bosser l'été dans une usine de plastique, etc. Pour leur apprendre aussi la valeur de l'argent, parce que effectivement, voilà, l'argent qui tombe du ciel, c'est bien, mais comprendre... Il tombe rarement du ciel. Voilà, ouais, mais comprendre que effectivement, quand on va bosser pendant 2 semaines, pour gratter 700-800 euros net, c'est difficile. 2 semaines, c'est difficile pour gagner comme un ouvrier, effectivement, 700 ou 800 euros. C'est difficile. Et là, on a la valeur de l'argent. Ensuite, quand on voit quelque chose, une paire de baskets à 150 euros, on se rend compte que c'est 2 jours de boulot. Voilà. Difficile là, à gagner, du coup, il faut bien le placer et pas le jeter par les fenêtres. Oui, et attention aux arnaques ici ou là, c'est clair. Alors, on va parler maintenant, si tu es d'accord, un petit peu d'actualité. Parce qu'il y a de l'actualité en immobilier. Le statut du bailleur privé a été adopté par les députés la semaine dernière. Alors, c'est vrai que la fiscalité sur les revenus fonciers est très lourde. C'est l'une des épées Damoclès au-dessus du placement immobilier que par ailleurs on aime bien. Et donc, il y avait cette idée de créer un statut
du bailleur privé pour un peu alléger la fiscalité, pour rendre l'investissement locatif plus intéressant. Ce statut du bailleur privé, on en a beaucoup parlé cet été, et puis il n'était pas dans la première mouture, dans la mouture gouvernementale du budget 2026. Il est revenu par voie d'amendement, il a été adopté en séance plénière. T'en penses quoi? Est-ce que c'est une bonne affaire pour soit les bailleurs, ceux qui sont déjà bailleurs, soit pour ceux qui seraient intéressés par l'investissement locatif et qui nous écoutent? Alors actuellement, non, hein. Sur la version là, qui part au Sénat, absolument pas. C'est d'ailleurs même pas le statut du bailleur privé, c'est le statut du bailleur social, hein, puisque là, c'est vraiment du social. Puisque, alors, l'idée des amortissements, etc., c'est très bien, mais on part d'un rendement qui est extrêmement faible. Pourquoi? Parce que les plafonds de loyer, donc inhérents et indispensables et obligatoires pour pouvoir bénéficier de ce statut, sont les plafonds qu'on connaît avec notamment certains dispositifs comme Loc Avantage, c'est-à-dire que c'est Loc 1, Loc 2, Loc 3, c'est-à-dire que ce sont des plafonds qui sont en dessous des plafonds Pinel, qui étaient déjà les plafonds Pinel en dessous du marché. Donc là, on est encore en dessous des plafonds Pinel, donc c'est absolument pas compétitif. Ça fait qu'on part avec un rendement à peine de 3%. Donc c'est en net, tu veux dire en net, hein? Oui, en brut. En brut. Hors fiscalité. Hors fiscalité, hors taxe foncière qui augmente, qui a pris 37% en 10 ans et on est encore parti pour une autre augmentation. Donc, c'est absolument pas Donc, on rappelle un peu le principe. Donc, d'un côté, il y avait un avantage fiscal, donc la possibilité d'amortir son bien, et de l'autre côté, en contrepartie, le législateur impose des loyers plafonnés. Oui, tout à fait, et une obligation de louer pendant un certain nombre d'années. 12 ans. Pendant 12 ans. Donc, c'est manifestement assez long et on tient compte des amortissements lorsqu'on revend le bien pour le calcul de l'impôt sur la plus-value. C'est un régime qui peut évoluer. Hein. On ne sait pas ce qu'il y aura dans la version définitive du budget. Est-ce que c'est de mémoire, à l'origine, ce nouveau statut ne concernait que les nouveaux bailleurs pour les nouveaux investissements? On en est toujours là dans la dernière mouture Alors, c'est encore un peu flou. J'échangeais avec notamment un député qui sont parmi ceux qui ont voté la loi pas plus tard que lundi soir, et qui me disait qu'ils essayaient de faire en sorte que ça concerne y compris l'existant. Mais, encore une fois, ça n'intéressera personne. Je veux dire, les choses sont claires. Ça n'intéressera personne. Dans les conditions actuelles. Dans les conditions actuelles, puisque notamment pour le neuf, déjà le neuf, on le sait bien, on va payer un logement neuf, on va le payer 25-30% plus cher. Et donc, acheter un bien 30% plus cher que le marché de l'ancien et louer 20% moins cher, ça n'a aucun intérêt. Les conditions aucun intérêt. C'est même moins intéressant que le marché libre, que le statut classique, donc en régime commun, tout simplement parce que vous mettez le loyer que vous voulez, le loyer du marché. Donc, en l'état actuel des choses, ce n'est absolument pas compétitif. Donc, tout le monde espère que la copie sera revue. Personne ne se fait non plus beaucoup d'illusions parce que, comme tu le sais, chaque centime compte. Tout le monde essaie de gratter dans tous les sens. On récupère encore, il y a une tentative de récupérer encore près de 500 millions d'euros au travers d'augmentation de taxes foncières, etc. Donc, personne ne se fait d'illusions. Moi, je ne m'en fais pas. Donc, voilà, c'est pas compétitif. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes à faire, comme le déficit foncier, comme le loueur en meublé non professionnel, etc. Il y a beaucoup mieux à faire que le statut du bailleur privé, en tout cas la version qui nous est présentée aujourd'hui. Alors, pour prendre un peu de hauteur, c'est l'incertitude budgétaire, politique, fiscale. Comment ça impacte le marché de l'immobilier? Dans quel état d'esprit sont les acquéreurs potentiels aujourd'hui? Il y a je dirais qu'il y a deux équipes, entre guillemets. Il y a beaucoup de bailleurs qui sont sur le point de renoncer. Je crois qu'il faut se dire les choses clairement. Il y a beaucoup de bailleurs qui me disent non, là, on va freiner. On va peut-être pas vendre ce qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas, on ne fait pas de nouveaux investissements. Ce qui est très, très difficile à encaisser, notamment, c'est, comme tu le sais, pour ceux qui louent en meublé, la reprise des amortissements pour la vente, puisque ça s'est passé dès cette année. Donc, quand on amortit, notamment qu'on loue en meublé non professionnel et qu'à la revente, on reprend maintenant ces amortissements. Ça, c'est une nouveauté, effectivement, un coup dur pour les meublés de tourisme type Airbnb. Attention, on peut quand même dire que
la seule façon de s'en sortir pour éviter d'être rattrapé par la patrouille, on paye par les impôts en l'occurrence, au moment de la cession du bien et au moment de l'impôt sur la plus-value, c'est de conserver son bien 30 ans. 30 ans, c'est long, mais il n'y a pas d'autre solution malheureusement. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, la vie d'un bailleur n'est pas un long fleuve tranquille. Rien ne se passe exactement comme prévu. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes de boîte, des problèmes de divorce. Donc voilà, les gens qui disent « Ah, mais il suffit d'attendre 25 ou 30 ans avant de revendre. » Oui, c'est bien joli, mais la vie fait que parfois, on va revendre des choses et ce n'était pas prévu. Mais surtout, ce qui est très difficile à encaisser pour les propriétaires, pour les bailleurs, c'est que cette loi, en définitive, est rétroactive. C'est-à-dire qu'on change le passé. C'est-à-dire qu'on peut comprendre, et tout le monde s'attendait depuis un certain nombre d'années à ce qu'on nous dise, bon, les amortissements pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire vous achetez un bien dans le neuf ou dans l'ancien, vous louez, vous pratiquez les amortissements. À partir de maintenant, ces amortissements pour les nouveaux investissements seront repris. On aurait pu le comprendre. Mais là, ça concerne le passé. C'est-à-dire qu'on change le passé. Et ça, c'est très, très difficile à encaisser. C'est-à-dire ceux qui ont déjà investi, qui détiennent leurs biens, qui louent, qui éventuellement avaient des projets de cession, qui là sont perturbés en fait par ce nouveau régime fiscal. Ils sont d'autant plus perturbés qu'on a changé les règles du jeu en cours de partie. C'est ça qui est difficile à encaisser. C'est-à-dire les gens qui ont investi il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qui veulent revendre aujourd'hui pour réaliser d'autres projets ou parce qu'ils ont des difficultés ou que sais-je, eh bien eux, on leur dit oui, mais on vous avait vendu ça, mais c'est plus ça. Alors on voit bien que c'est difficile. On voit bien que l'investissement locatif, le marché est très difficile, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Les promoteurs parlent de 10 000 ventes a priori pour les investisseurs, alors qu'une année normale, on est plutôt autour de 60 000. Donc c'est une division par 6, donc c'était absolument l'écart est abyssinal. Et concernant le marché je dirais, la résidence principale ou secondaire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On va quand même tourner autour de 900 000 transactions dans l'année quand même. Donc il y a quand même il y a des transactions, il y a des ventes, il y a des achats tous les jours. Oui, le marché de la résidence principale a repris des couleurs. Il se porte plutôt pas mal. Dans le neuf, notamment, il est plutôt bon parce que dans le neuf, on a accès au prêt à taux zéro, on n'a pas de frais de notaire, il n'y a pas de travaux. Donc notamment, l'achat de résidence principale dans le neuf, c'est tout à fait opportun, notamment pour ceux qui peuvent avoir le PTZ. Donc ça fonctionne encore. En revanche, sur le marché de l'investisseur, en neuf, il n'y en a plus. Il y a un tout petit filet, notamment de LLI, logement locatif intermédiaire. Il y a un petit filet encore de ce côté-là. Il y a encore un peu de vente sur les résidences-services, notamment étudiants, loisirs, EHPAD, etc. Mais c'est tout. Enfin, ce qui faisait le gros, notamment le Pinel, etc., ça a disparu. Donc aujourd'hui, et c'était sur un programme neuf classique, globalement, il y avait 50% de vente de résidence principale, 50% de Pinel. Donc maintenant, il y a toujours à peu près 50%. Aujourd'hui, il y a 90% d'acheteurs de résidence principale et 10% d'investisseurs. Donc un petit filet, mais du coup, la production de logements est divisée par 2, quoi. Et le marché des résidences secondaires, comment il se porte? Alors c'est très difficile, c'est une myriade de micro-marchés, etc. Mais ça tient à peu près, on a beaucoup dit et beaucoup écrit en post-Covid qu'il y a eu une aspiration des Français, un pied-à-terre, que ce soit à la mer, à la montagne ou à la campagne pour prendre l'air. Est-ce que ça reste d'actualité? Est-ce que c'est un marché qui se tient bien ou Oui, c'est notamment là où je vis, la campagne, dans le Loir-et-Cher. J'échange avec mes amis agents immobiliers, etc. Il y a encore de la demande. J'ai peur, en revanche, que pour les résidences secondaires, dans les secteurs typés loisirs, ça freine, notamment parce que, comme tu le sais, on va vers une taxation de plus en plus importante de la résidence secondaire, la surtaxe notamment de la taxe d'habitation, parce que la taxe d'habitation a disparu pour sa résidence principale. Mais pour les résidences secondaires, il y a toujours la taxe d'habitation. Et notamment pour les résidences secondaires, il y a de plus en plus de communes qui surtaxent parce que les biens ne sont pas occupés à l'année. Et ils ont cette possibilité. Ils ont bien sûr une surtaxe peut monter jusqu'à 60%. Oui, jusqu'à 60%. Énorme. Donc, c'est quand même très important. Donc ça, j'ai le net sentiment que ça va freiner aussi des vocations. C'est le but, de toute façon, puisque sur beaucoup de secteurs, dans le Pays Basque, en Bretagne, etc.,
les locaux ne peuvent pas se loger. Les locaux Ouais, bien n'arrivent sûr, pas à se bien sûr, loger bien sûr. parce Ouais. qu'il y a effectivement un taux de résidence secondaire qui est important. Donc les locaux n'arrivent pas à se loger. Ils vont voir leur maire en disant mais comment c'est possible. Voilà, nos enfants n'arrivent pas à se loger, etc. Donc le maire, il applique la démocratie. C'est-à-dire ceux qui votent pour lui, ils veulent moins de résidences secondaires. Donc on va Mm. vers une taxation plus importante des résidences secondaires. Donc on ne va pas vers du mieux, vers du Mm. bon Mm. de ce côté-là. Donc il faut en être conscient. Et au niveau des prix, quelle est la tendance? Lorsqu'on regarde un petit peu les baromètres nationaux, on a l'impression que le marché est à peu près flat ou légèrement hausse. Sur Oui. les marchés que tu connais bien, autour de chez toi, voire à Paris où tu as beaucoup de contacts, ça évolue comment? C'est C'est flat, flat, hein. c'est Ouais, flat. Globalement, c'est flat. ouais, c'est Mm. flat. Aujourd'hui, il n'y Mm. a pas de. Il y a pas de. Il y a encore de bonnes affaires à faire en ce moment sur les biens avec défaut, Mm. notamment. Parce qu'encore aujourd'hui, le marché a retrouvé à peu près un équilibre, mais il y a du choix. Mm. Hein. On n'est plus dans des périodes où on voyait un appart sympa, mais au bout de 3 jours, même pas, au bout de 24 heures, il était vendu, etc. Donc aujourd'hui, il y a du choix. Donc les biens, dès qu'ils sortent un peu des standards, dès qu'on est un étage élevé sans ascenseur ou en rez-de-chaussée un peu sombre, etc., il y a encore de possibilités de faire de bonnes affaires. Parce que le Mm. marché n'est pas non plus du tout euphorique. Hein. Mm. Donc voilà, sur les biens avec défaut, il y a encore des coups à faire. Mais sinon, effectivement, le marché, il est, on va dire, normal aujourd'hui. Donc je pense que 2026 sera une année à plus 2, moins 2, quoi. Donc Mm. à peu près flat. Hein. Est-ce que les banques, tu parlais de bonnes affaires à réaliser avec des logements avec défaut? Je sais que c'est une thématique que tu aimes bien parce que peu ou prou le foncier est bien moins cher et les loyers sont à peu Oui, près au niveau de la moyenne. tout à fait. Par contre, est-ce que les banques prêtent? Et les banques prêtent en ce moment, Oui, on peut oui. financer 110% de son bien ou Non, 110, faut un apport? non, Non, 110% c'est non. terminé. On ne finance pas le bien Non. plus les frais de notaire. Non, on trouve encore, moi j'ai encore des clients, des connaissances, des amis qui arrivent à faire du 100% Mmh. locatif. Mmh. Euh, alors, ce sont des profils qui sont plutôt pas mal, ils ont des réserves, ils ont de la capacité financière, mais en locatif, on a intérêt à emprunter le plus possible, puisqu'on Mmh. déduit les intérêts d'emprunt. Donc, parfois, des gens qui pourraient mettre 20-30% d'apport, en locatif, c'est parfaitement idiot. Donc, le banquier sait qu'il pourrait mettre plus d'apport, mais voilà, l'investisseur lui dit, mais j'ai pas intérêt, puisque voilà, mon rendement va être de temps, mes intérêts d'emprunt, je vais les déduire par rapport à ma tranche d'imposition. Aujourd'hui, même si on emprunte à 3,20, 3,30, comme on va déduire de ses loyers, les loyers étant taxés à tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux, dès la deuxième tranche, on est à près de la moitié qui partent en impôts. Ça veut dire que le 3,20, il coûte moitié moins cher. D'où l'intérêt d'utiliser effectivement l'effet de levier Bien sûr, du oui, crédit tout à fait. et d'emprunter le maximum, Le quoi. plus possible. Mmh. Hein. C'est l'inverse de sa résidence principale. La résidence principale, il faut emprunter le moins possible sur le plus court possible. Mmh. En locatif, c'est l'inverse. Il faut emprunter le plus possible sur le plus long possible. Alors, je reviens un petit peu sur ton livre «Manuel de survie dans la jungle immobilière». Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Un bon investissement, ça vous coûtera que 19,90 € et ça vous rapportera 10 fois plus. C'est un peu le même ratio que pour un abonnement au revenu Voilà, c'est ou à ça. Décision Bourse. C'est ça. On en a bien. Mais avant de parler un petit peu du contenu, quelle a été ta démarche? Pourquoi avoir eu cette envie d'écrire un manuel de survie? Parce que, alors bon, tu le sais, j'interviens sur des médias. Je suis prof aussi en école immobilière. Et puis, mais bon, voilà, en intervenant dans les médias, on va prendre un prisme, on va prendre un sujet, on va essayer de le traiter, mais c'est 10 minutes, un quart d'heure, parfois des entretiens un petit peu plus longs, comme aujourd'hui. Je te remercie. Mais c'est vrai que je trouvais qu'il manquait dans le paysage, dans le paysage de la littérature immobilière, je trouvais qu'il manquait quelque chose de pas trop long, de pas trop technique, de pas trop chiant à lire, si tu peux me permettre l'expression, voilà, qui soit, et qui soit accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire, j'ai essayé de simplifier des choses quand même un peu complexes pour que chacun puisse y trouver son intérêt et surtout casser aussi un petit peu tous les mythes de l'immobilier, devenir rentier en 3 ans en achetant 50 appartements, etc. Bon, Ça marche voilà, sur les réseaux sociaux. non mais voilà, donc ramener aussi un petit peu l'église au milieu du village en disant que oui, on peut faire de l'argent avec de l'immobilier, mais c'est beaucoup de boulot,
c'est beaucoup d'investissement personnel, c'est de la charge mentale, il faut raisonner local, il faut s'en occuper en partie soi-même. Donc voilà, casser un peu tous les mythes, dire que c'est possible, mais qu'il y a des contreparties et des efforts à faire. Alors, tu viens de voilà, tu me fais une liaison facile. Le sous-titre de ton livre, c'est «Pourquoi il faut encore investir dans la pierre». Or, ça fait 20 minutes que cette émission a démarré. Tu as beaucoup insisté sur la fiscalité, sur la nécessité de s'investir dans le placement pour la gestion et pour trouver un bien idéal. Donc, tu as expliqué qu'en 2026, bon an, mal an, les prix devraient rester stables. Mais moi, j'ai envie de partir en courant. Pourquoi investir dans l'immobilier encore Oui, aujourd'hui? oui, oui. Alors, déjà, l'effet de levier qui permet d'investir de l'argent de son banquier. Hein, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai beaucoup de mal à mettre de l'argent de côté. Heureusement qu'il y a l'immobilier, parce que j'ai pu investir dans l'immobilier l'argent de mon banquier et rembourser tous les mois, notamment avec les loyers qui rentraient, ou alors en évitant de sortir un loyer de ma poche pour ma résidence principale. Donc, c'est un peu cette notion donc, d'effet de levier qui est quand même très importante pour ceux qui ont du mal à mettre de l'argent de côté. Et puis, le côté aussi épargne forcée. C'est-à-dire qu'un crédit, ça se rembourse. Parce qu'un loyer, si un jour on a une petite difficulté ou autre, on change de logement pour avoir un loyer moins élevé. C'est pas aussi simple que ça sur un bien dont on est propriétaire. Donc le côté effet de levier, le côté épargne forcée, le côté utilisation personnelle aussi, parce que parfois on va acheter un bien pour le louer, puis après on va mettre ses enfants quand ils démarrent dans la vie, et puis après on va peut-être l'utiliser Alors, soi-même tu aussi, veux dire, parce qu'on va effectivement, changer de résidence principale ou autre. l'immobilier c'est un bien qui a une valeur d'usage. Oui, En fait, tout tu à es fait. en train de nous dire que tu achètes de l'immobilier et des studios en ville pour loger ta maîtresse? Non, 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 C'est non. mieux c'est Oui, plus oui, facile tout à pour un fait. contrat Tout à d'assurance fait. vie Mais, qu'avec un contrat d'assurance vie. mais ça me rappelle une anecdote, j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Une dame très distinguée m'avait dit un jour: vous comprenez, cher ami, avec mon studio, parce qu'elle le louait en partie en Airbnb. Je disais, vous savez, mon cher ami, avec mon studio, je fais pas beaucoup mieux qu'avec mon assurance vie, mais au moins, je peux y recevoir mes amants. Voilà, ben Tout voilà, à fait. c'est la même anecdote, Ouais, je tout à pense. fait, On a la c'est même ça, source. c'est ça, c'est ça. Ouais, d'accord. Alors, donc là, tu as un petit peu insisté sur les critères qu'il faut regarder quand on investit dans l'immobilier. C'est certes, effectivement, et ça, on le redit aussi aux revenus, c'est un placement où il faut s'investir personnellement, Ouais, bien connaître le marché sur lequel on ouais, investit, bien ouais, sûr, pour payer le juste prix, voire légèrement en dessous du prix ouais. du marché, et puis trouver facilement des locataires. Voilà, ça, c'est important. Mais tu as, pendant des décennies, tu as côtoyé tous les jours des investisseurs potentiels et des particuliers qui investissaient dans la pierre. Quelles sont les 3 bourdes que tu as le plus souvent vues? Alors, la principale, c'est d'acheter à distance, hein, d'acheter à l'autre bout de la France sans se déplacer, sans vérifier le marché, qu'est-ce que ça vaut réellement, etc. Bon, ça, c'est une erreur classique. De mal acheter, entre guillemets, de mal estimer véritablement quel est le prix de cette rue, et pas forcément le prix moyen de la ville, hein, mais le prix de cette rue dans son environnement, de cet immeuble, etc. Donc ça, c'est une erreur courante. La deuxième, effectivement, erreur, c'est de négliger la fiscalité. Hein, c'est-à-dire de se dire, comme on le disait tout à l'heure, tiens, je vais emprunter sur cours, je vais mettre plein d'apports, comme ça je serai vite débarrassé du crédit. Mais Hmm. débarrasser du crédit sur un investissement locatif, ça veut dire se faire ouvrir le ventre dès qu'on n'a plus d'intérêt d'emprunt À déduire des revenus à fonciers. déduire des revenus. On est tout de suite à 47 ou jusqu'à 62% d'impôt sur son loyer net. Donc c'est absurde. Hmm. Donc de négliger la fiscalité, d'aller vers des régimes qui ne sont pas intéressants fiscalement. Et puis, effectivement, la troisième erreur, mais qui est liée avec la première, c'est de trop se reposer sur son gestionnaire. Parce que le gestionnaire, c'est terrible à dire, mais le gestionnaire va être obligé de suivre toutes les lois parfaitement jusqu'à la virgule près. Et Et c'est un ancien gestionnaire qui le dit. c'est bien sûr un ancien gestionnaire qui le dit. Tu vas te faire des amis. Et parfois, il faut reprendre la main. Parce qu'il y a tellement d'absurdités que parfois, il faut reprendre la main. Pas pour être hors la loi, mais pour peut-être s'arranger un petit peu avec le délire réglementaire. Le cas que je cite souvent, c'est si vous avez un locataire qui part à la cloche de bois. Hein, si vous savez, tu connais l'histoire, un locataire qui part et qui surtout ne résilie pas son bail. Hmm. Bon, Vas-y, raconte-nous l'histoire. voilà, si vous avez, l'histoire classique, c'est que vous avez un locataire, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne paye plus, et puis un jour, il disparaît.
mais sans résilier son bail. Et là, vous êtes là, c'est vraiment la panade pour le propriétaire, parce que c'est une procédure en 7 étapes, plus ubuesques les unes que les autres. La deuxième, c'est ma préférée, il faut que tu apportes la preuve, toi, en tant que particulier, que ton locataire, depuis qu'il est rentré, ne s'est pas pacsé ni marié. Oui, d'accord. Sinon, son pacsé ou son marié ou son mari ou son épouse, etc., ont les mêmes droits que lui. Donc, il faut faire des recherches pour vérifier si c'est pas pacsé ou marié, etc. Et c'est à toi d'apporter cette preuve-là. Un parmi d'autres. Mais si tu suis la procédure classique, c'est 1 an et demi. Alors que tout le monde sait qu'il est parti. Les voisins l'ont vu partir avec un camion de déménagement. Il y a Comment une tu tonne fais de- alors? Comment tu fais? Eh ben, tu passes directement à l'étape 7, c'est-à-dire que tu prends le risque. Alors, attention, c'est très risqué parce que c'est une violation de domicile. Hum, C'est-à-dire que tu prends le risque d'aller directement avec un serrurier et hum, de changer les serrures au bout de 2-3 mois. hum, Il est parti, etc. Donc c'est très risqué. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire ça. hum. Mais je dis que voilà, certains bailleurs en arrivent à parfois contourner les lois qui peuvent paraître absurdes, parce que laisser un bien vide pendant 1 an et demi, notamment avec les risques de squat, etc., alors que le locataire est parti, tout le monde le sait, etc., bon, c'est pas possible, quoi. Donc même si on confie la gestion de son bien à un professionnel, ben, il faut suivre son Des fois, il faut investissement. reprendre la main. Et des fois, il faut aller jusqu'à reprendre la main. Tu Et- as, oui. dans ton livre, est-ce que tu peux me dire, ça fait pas loin de 300 pages, quel est le chapitre ou un conseil que tu aimes particulièrement et qu'on voit peu ailleurs? Alors, il y a 2 choses que je trouve intéressantes et que j'ai rarement vues. C'est, la première chose, c'est je fais un historique, en fait, de toutes les contraintes qu'on a rajoutées sur le logement depuis 1918. C'est-à-dire que je pense qu'en France, on souffre d'une surréglementation du logement. Hmm. Et bon, alors, donc je refais l'historique, le blocage des loyers en 1918, le déblocage pour les nouvelles constructions à partir de la loi 48, en passant par notamment le bail 89, qui était peut-être une bonne chose, le bail 89, mais qui a fait fuir les investisseurs institutionnels du marché. Et ça a déséquilibré quand même le marché de façon extraordinaire. Donc ça, j'avais jamais vraiment lu, à part David Lebris, qui est un enseignant-chercheur en immobilier, qui a fait un boulot très intéressant sur l'immobilier de l'entre-deux-guerres, mais ça, je ne l'avais pas lu, tant que ça, même pas lu du tout, sur des ouvrages immobiliers. Et pour comprendre pour comprendre notre société, il faut savoir d'où on vient. Et on a cette fâcheuse tendance et une très lourde et douloureuse histoire avec la suradministration du logement et notamment le blocage de loyers, le contrôle des loyers qui n'ont jamais rien donné, n'ont créé que de la pénurie dans tous les pays, que ce soit en Suède, etc. Alors ça, Donc c'est une quand même belle très partie compliqué. récapitulative Ouais. qui vont plaire à tes étudiants Oui, en école tout à fait, immobilière. Et une Voilà, deuxième ils comprennent. partie que tu aimes bien. Et la deuxième partie que j'aime bien, c'est je fais la démonstration, parce que je l'ai fait pour moi, pour des clients, je fais la démonstration qu'avec un investissement, on peut faire 30 ans sans impôt. C'est-à-dire qu'on peut encaisser des loyers pendant 30 ans sans impôt. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, ça, c'est pas mal. Tu fais comment, alors, sans de tout divulguer Alors, pour que les gens quand même achètent ton oui, bouquin, bien sûr, bien sûr. mais 30 ans sans impôt, laisse-moi deviner, tu fais de la location meublée avec amortissement au réel? Comment ça fonctionne exactement? Dans un deuxième temps, Ouais. tu fais de la location meublée, mais dans un premier temps, en fait, comment faire 30 ans sans impôt, c'est utiliser successivement les meilleurs dispositifs. Donc, il faut partir. D'abord, il y a une première étape où on fait un déficit foncier. C'est-à-dire qu'il faut aller D'accord. chercher un bien avec beaucoup de travaux, Mhm. avec au moins 25-30% de travaux par rapport à son prix d'achat. Et on le rénove. Et on le rénove, donc on fait un gros coup de travaux. Par exemple, tu trouves un bien à 150 000 euros, il y a 50 000 euros de travaux. Donc, l'intérêt, c'est que ces 50 000 euros de travaux, l'année où tu fais les travaux, tu en prends 10 700 qui vont venir effacer tes autres revenus. Donc là, c'est déjà intéressant, tu fais des économies d'impôts. Mais surtout, ensuite, tu vas mettre 35 000 à peu près en réserve de déficit. Et cette réserve va venir manger tes loyers pendant 10 ans. Donc déjà, tu fais une première étape de déficit foncier, tu n'as pas d'impôt sur tes loyers pendant 10 ans, grâce à tes travaux. Ni de prélèvements sociaux. Ni de prélèvements sociaux. Et au bout de 10 ans, ou un peu moins, mais dès que tu as épuisé ta réserve de déficit, tu bascules en meublé. D'accord. Tu bascules en meublé, effectivement, meublé à l'amortissement, au réel. Et là, comme tu as encore, bien sûr, il faut tout emprunter au départ, mais au bout de 10 ans, si tu emprunté sur 25 ans, tu as encore un bon petit paquet d'intérêts d'emprunt à déduire. Et donc, au bout de 10 ans, entre tes intérêts d'emprunt encore à déduire et les amortissements que tu démarres,
puisque tu te mets en meublé au bout de 10 ans, tu réfaces encore les loyers pour 25 ans, pour 15 ans, pardon. Donc 10 ans de déficit, 15 ans de meublé à l'amortissement, tu effaces encore tes loyers avec l'amortissement de tes meubles, etc. Donc tu fais déjà 25 ans. Ouais. Et pour arriver à 30 ans, en 25 ans, tu as peut-être par exemple fait des enfants. Donc si tu as des enfants par exemple qui sont étudiants ou jeunes actifs mais qui ne gagnent pas encore énormément leur vie, tu leur bascules les loyers plutôt que de leur verser des pensions. Donation temporaire d'usufruit. Donation temporaire d'usufruit pour 5 ou 6 ans, le temps de leurs études ou le temps qu'ils démarrent dans la vie. Donc, tu refais encore 5 ans de loyer sans impôt. Donc, c'est comme ça que tu fais 30 ans sans impôt. Et au bout de 30 ans, tu revends, tu n'as pas de plus-value. Donc, tu t'es constitué un patrimoine quand même sympa, en payant 0 d'impôt pendant 30 ans. On s'adresse aux inspecteurs de Bercy, donc il ne faut surtout pas écouter surtout pas écouter cette interview. Écoute, c'est absolument top. Tu reviendras nous parler, parce qu'on a encore des tas de choses à voir, et notamment une question qu'on a souvent, c'est sur le type de bien sur lequel il faut se positionner, le type d'investissement locatif. On a beaucoup parlé des chambres de service, on a beaucoup parlé des parkings. Maintenant, moi, j'entends de plus en plus parler des CAF. Toi, je sais que tu es passionné aussi par les colocations, mais je te propose que tu reviennes prochainement sur le plateau du Revenu pour en parler. Donc, je remets encore en avant ton livre. Oui, l'immobilier, effectivement, vous pouvez investir à crédit, vous pouvez profiter de différents régimes fiscaux. Voilà, on peut gagner gros avec l'immobilier, mais il faut s'y investir personnellement. Stéphane, j'ai plus qu'une seule chose, c'est de te remercier d'être venu chez nous au Revenu dans ce tout nouveau plateau. Et puis, on te recevra prochainement pour approfondir d'autres sujets, notamment sur le type de bien locatif dans lequel vous pouvez investir dans la conjoncture actuelle en 2025 et surtout 2026. À bientôt.